la BD que je vais vous présenter est très différente de toutes celles que nous avons vues ce matin, cet après-midi. Alors, c'est une bande dessinée publiée en 2023 par AF2F Éditions, commandée par l'association Les Amis de François de Fossat. Et donc, nous avons le président de cette association qui nous fait la joie d'être parmi nous, Pierre Coureux. Le texte est d'Isabelle Callis-Sabot et les illustrations de Guillaume Sangenis. À valeur didactique et patrimoniale, elle retrace la vie riche en aventures de François de Fossat, militaire, guitariste et compositeur, né à Perpignan en 1775 et mort à Paris en 1849. Cette figure de la Catalogne du Nord n'a pas été redécouverte que jusqu'en 1980, dans les années 80, par le guitariste et musicologue américain Nathaniel Ophir. De nos jours, l'association Les Amis de François de Fossat œuvre pour la reconnaissance de cet important musicien roussillonnais. Et donc, cette valeur didactique et patrimoniale est ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Je me propose donc, dans un premier temps, de vous présenter très brièvement les auteurs de la BD, dans un deuxième temps, quelques éléments biographiques de François de Fossat, et enfin, quelques caractéristiques formelles de la BD, sans aucune prétention analytique, car je ne suis ni biographe de ce musicien, ni spécialiste de ce média. Surtout à côté de vous tous, n'est-ce pas? Je serai dans les faits factuels. Toutefois, la vocation mémorielle de cette BD, qui donne à connaître la vie d'un officier et musicien roussillonnais peu connu du grand public français et catalan, on ne le connaît pas beaucoup, outre quelques happy few, dont la vie s'est déroulée bien au-delà des frontières de sa Perpignan natale, mérite assurément d'être mise en lumière. La nature de la BD, comme récit visuel, permet de toucher un lectorat plus large, en particulier les plus jeunes, que celui des romans historiques. Signalons toutefois l'existence d'une biographie romancée de Nicole Irle en 2 volumes, L'exil d'un virtuose et Variations en clair-obscur, publié en 2015 et 2016 par Cap BR Éditions. Qui sont les auteurs? Isabelle Callis-Sabot est née à Montpellier en 1958. Elle est poète et romancière et elle écrit surtout des romans historiques. Alors, pour aller vite, je ne vous donne pas le nom, mais elle écrit différents romans historiques. Des contes aussi, et une BD, Les Alberts sans frontières, avec des illustrations de Carlo Maiolini en 2018. Guillaume Sangenis, originaire de Cerdagne, débute la BD avec des strips autobiographiques sur un couple parisien et catalan, Joan et Valentine. Il a publié chez Balzac Éditeur Joan et Valentine 1, Cap de Burro, 2014, Joan et Valentine 2, Sempre endavant, 2017, et Joan et Valentine 3, Menge i calla. La traduction catalane de Sur les pas de François de Fossat, Rere les passes de François de Fossat, et de Carla Moyano Soler et Jordi Joval Bardina, qui sont des étudiants de l'université de Lleida, dirigés par Cristina Soler Castells, et avec l'aide précieuse de Miquel Valls et Robinson pour la traduction. Enfin, signalons qu'à l'époque du QR code, le código QR, il y en a un qui permet d'écouter la musique du compositeur. Quelques éléments biographiques sur François de Fossat. Alors, pour aller vite, et comme je vous ai dit, je ne suis pas spécialiste mais j'ai écouté sa musique, nous avons organisé un concert ici en Sorbonne, magnifique concert. Je vous lis simplement la présentation qu'en a fait la romancière Nicole Irle et que je cite telle quelle. Donc, ces paroles sont de Nicole Irle, il n'y a pas de plagiat. La famille du guitariste-compositeur François de Fossat est représentative de la société roussillonnaise du XVIIIe siècle, avec une ascension sociale par le mérite, depuis l'ancêtre, cloutier à Saint-Laurent de Cerdan, au XVIIIe siècle, jusqu'à François de Fossat père, professeur de droit, doyen et recteur de l'université de Perpignan. François de Fossat est parti en exil sous la Terreur, alors qu'il commençait ses études de droit.
Il est parti en Espagne et au Mexique et il surmonte les épreuves avec une force de caractère peu commune et continue à apprendre en autodidacte le castillan et l'anglais, le dessin et les mathématiques. Il poursuit le rêve de se consacrer à la musique, mais pour une question de survie, il entame une carrière militaire poursuivie en France à son retour. Il sera influencé par la philosophie des Lumières. La bibliothèque de son père contenait des œuvres majeures. Afanza, son protecteur, en était imprégné. Toute sa vie, François de Fossat, homme d'honneur fidèle à ses idéaux, déteste l'arbitraire et le clientélisme. Élevé dans un milieu monarchiste, il devient partisan d'une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Sans préjugés, il épouse la fille d'une protestante et d'un engagé volontaire dans l'armée révolutionnaire. Bon, après, il est décoré de la Légion d'honneur. Je vous donne des choses assez rapidement. Et le critique Jacques Quéral dit de lui qu'il fut un très grand monsieur qui rejoint enfin le panthéon des très grands musiciens de ce conte. Il était musicien dans l'âme, en effet, mais il dut porter l'habit militaire pendant 50 ans, par nécessité. Les événements l'ont empêché de faire carrière quand il était dans la musique. Mais il a supprimé ses autres prénoms de naissance et il a signé toujours ses œuvres, François de Fossat. Sans être guitariste, on en perçoit, c'est-à-dire si nous ne sommes pas des guitaristes dans ce sens-là, on en perçoit l'originalité, la richesse, la modernité. En France, il n'y a, d'après ce que nous avons lu, aucun manuscrit de sa musique. Mais il y a peut-être des trouvailles, ce serait bien. Ont été retrouvés en Californie des partitions et les manuscrits de 3 trios et 3 quatuors. D'autres sont dispersés en Europe. La musique a toujours habité François de Fossat, même dans les pires moments. En 1795, il demande à Thérèse, sa sœur bien-aimée, de lui envoyer sa guitare et des cahiers de musique. À Cadix, il renouvelle les cordes de son instrument. Bien que pauvre, il achète pour 8 duros une autre guitare, peut-être à 5 cordes doubles. Il joue toujours en bateau pour le Mexique. À son retour, il jouera à Madrid en 1808 avec des musiciens de la Chapelle du Roi. Je cite, « Une œuvre de quatuor que je fis entendre ici fut reçue avec enthousiasme. On m'a prodigué des éloges. On m'a appelé le Haydn de la guitare. » Il a espéré vivre de sa musique et sa déception fut forte. Je passe sur certains petits points. Il compose des divertissements pour la harpe-lyre aux 21 cordes réparties sur 3 manches. Donc c'est harpe-lyre, c'est entre la harpe et la lyre. Et il mentionne aussi en 1822 l'usage tout à fait récent du métronome, 1822, du métronome. Il a écrit des arrangements de Haydn, Beethoven, Mozart. Il recopie des cantates de Boccherini qui nous sont parvenues grâce à lui. Et son découvreur moderne, Ofi, a affirmé qu'il a apporté sa propre touche à la partition de l'italien. Enfin, il compose des œuvres aussi personnelles. Juste quelques points sur comment on est arrivé à son œuvre. L'oubli de son œuvre s'explique par sa grande difficulté technique, d'après certains, comme un guitariste Francisco Ors. On ne peut passer sous silence aussi sa surprenante destinée après sa mort. Dans l'inventaire après décès figure une collection de manuscrits qui comprenait certainement les écrits de son père et de ses propres œuvres. Or, son fils cadet se retrouve aux États-Unis en 1880, couvert de dettes. Et il est très probable qu'il ait vendu, monnayé les manuscrits de son père en sa possession. Et donc Matania Ofi, ce musicologue que je vous ai cité auparavant, américain, a pu en récupérer d'autres dispersés aussi en Europe et les publier. Et c'est donc grâce à lui, à ce musicien américain, que l'œuvre a été redécouverte, dit-on, dans les années 80. Alors je passe maintenant aux caractéristiques formelles de la BD. Évidemment, je vous ai concentré toute une vie en quelques minutes. Alors, ce sont 50 pages de facture classique, me semble-t-il, comprenant pour la plupart 4 bandes, strips, par page. On signale quelques exceptions, les pages 31, 47 et 50, la dernière, n'en comprennent que 3. Alors, est-ce que là, ça passe ou pas? Là, oui. J'en suis où là? 3. Exactement, n'en comprennent que 3.
Image, alors attendez, 3, 4 et 5, c'est bon? Je suis bon sur 3. D'accord. 2 pages de gauche ne contiennent qu'une seule vignette page qui occupe tout l'espace. La première, celle que je vais vous passer, résume les différentes aventures sentimentales du héros pendant son séjour de 8 mois au Puerto de Santa Maria à Cádiz. C'est l'image que vous voyez là, 6, donc en une seule page, toutes les aventures amoureuses de toutes les femmes qu'il aimait. La page 30 offre un résumé des années passées à Madrid pendant la guerre napoléonienne, de janvier 1811 à mai 1813. Il est à Madrid, donc toute cette époque, et donc c'est cette image 7. Alors je suis désolée, vous voyez bien quand même l'image? Oui, ça peut aller. J'aurais dû faire plus grand peut-être. Comment? Ça va? Bon. Ensuite... Récit et personnages. La narratrice Emma Miró. Bueno, a veure, us passo algunes d'abans, però... Veus? Sí, però es veia. Es veia, El que passa és que quan... Voilà. La narratrice Emma est une guide de la ville de Perpignan qui va guider le public d'abord vers la maison natale de François de Fossa, carré Fontaine-Napincarda, où il vécut jusqu'en 1793, puis vers le Castillet qui surplombe la ville, enfin vers le musée consacré aux musiciens, situé dans une annexe du conservatoire de musique. Le texte précise que la vie du musicien a pu être reconstruite grâce aux 572 lettres de correspondance avec sa sœur Thérèse, conservées aux archives départementales des Pyrénées-Orientales. 572 lettres, c'est pas mal, qui nous reste. Afin de pimenter le récit romanesque, c'est évidemment un récit extrêmement romanesque et romancé, c'est une fiction romanesque, et d'éviter une certaine monotonie, Isabelle Callis-Sabot entrecoupe le fil du récit biographique de François de Fossa en faisant entrer en scène et dialoguer par moments le public qui suit la visite guidée d'Emma. Ainsi, page 31 par exemple, nous sommes au musée, le public pose des questions. Des gamins veulent garder les chapeaux de l'époque de Napoléon Bonaparte, offerts par le musée. Un homme pose une question sur le devenir du roi Ferdinand VII. Qu'est-ce qu'on a fait del rei Ferran VII? C'était. Vous voyez. Parmi le public, il y a un spécialiste de Fossa. Il joue le rôle du classique Monsieur Je sais tout, pédant, qui n'hésite pas à couper la parole et à se substituer à la guide. Ainsi, lorsque Emma annonce « Heu de saber que el nostre heroi va romandre fidel a Miguel de Azanza », il poursuit. Miguel de Azanza, nascut a Oits l'any 1746, virrei de Nova Espanya sota el regnat de Carles IV, et le voilà qui donne toute une leçon d'histoire sur ce personnage au grand désespoir de la guide, qui d'ailleurs se fâche un peu plus loin. Cada cosa al seu temps. De moment està refugiat a Bayona i continuarà fent de secretari de Zanza. Image 10, c'est ça, hein? D'ailleurs, les gamins commencent à s'impatienter et à réclamer à manger. Emma promet qu'à la fin de la visite, ils pourront goûter des douceurs catalanes, rosquilles, quarquignolis, torrons et bunyols. Una bomba de sucre. Le chromatisme des strips. Comme on a pu le constater par les images que je vous ai présentées, la BD comprend 2 récits parallèles, celui de la vie du musicien et celui de la visite guidée, en une judicieuse mise en abîme à valeur très didactique. Le dédoublement n'est pas seulement narratif et temporel, il est aussi visuel grâce à des jeux chromatiques très variés. Les strips biographiques sont en brun sépia, rappelant les vieilles photographies et jouent sur les différentes gammes de brun et de noir. Alors là, j'ai marqué images 3, 6 et 7. Je crains que je me perde. Laquelle? Avancée? Ben, je ne sais pas. Ah oui, c'est là, on voit 3. Oui, on en voit quelques-unes. En brun et noir. Oui, c'est ça. Ok, 6 et 7. D'accord. Hein? Et ça rappelle les vieilles photographies. Hein?
Et d'autres, oui. Et d'autres jouent sur les... Non, je suis passée trop vite sur celle-là. Fais gauche. Attendez. Non, je suis allée un peu trop vite. Excusez-moi. Et pourquoi c'est bloqué? Bon, ça c'est le pédant. C'est le pédant. Alors, attendez. D'autres jouent sur les tons gris et noirs, par exemple, celle qui illustre la mort de Thérèse, la sœur bien-aimée de François de Fossat, à qui il a adressé ses 572 lettres de par le monde. Ce sont les images 11 et 12. Je vais tout de suite vous dire si c'est beau ou pas mon affaire. Celle-là. Celle-là. Então. E perché sta bloccata això? Perché no se mueve? Ahí está. Aquí. Aquí. La muerte de Teresa, ¿no? Voilà, les strips relatifs à la visite guidée sont aux couleurs vives sur fond bleu, gris ou jaune, en fonction des espaces où l'on se situe et du récit diégétique, voire même en noir. Page 43, image 11. C'est celle-là. Enfin, la première page de la BD, et je vais presque finir sur ce point, a valeur presque programmatique, elle nous met vraiment un peu des clés pour déchiffrer cette BD, met en place cette stratégie discursive et chromatique à laquelle il faut ajouter la technique du suspense avec l'image d'une guillotine suffisamment éloquente pour décrire l'ambiance de la terreur. Vous voyez bien qu'ici, alors bon, oui, je me suis un peu perdue dans les images. Là, ici, c'était la mort de Thérèse, donc c'est bien sombre, etc. Et pourquoi donc ça n'avance pas comme je voudrais? C'est lent. Aïe. D'accord. Et donc ça, c'était la première page. Je reviens en arrière un peu comme mon collègue. On va à l'envers. Donc ici, les bleus, les couleurs claires. Et puis, lorsque nous sommes plongés dans la terreur, avec cette image de la guillotine sur laquelle conclut cette première page. Donc c'est assez significatif, me semble-t-il, et un petit peu programmatique d'un discours de la BD qui viendra. Enfin, je vais simplement conclure pour vous dire que cette communication n'avait que comme prétention de vous présenter ce musicien peu connu, militaire, et dont cette association promeut vraiment, l'association des Amis de François de Fossat, promeut par toutes sortes d'actions, dont la BD, justement, cette valeur mémoriale et patrimoniale de la Catalogne du Nord. Puisque je peux quand même vous dire que eh bien, la Catalogne du Nord, c'est aussi la Catalogne. Voilà. Merci beaucoup.